En manchette aux actualités TVCO cette semaine, chantier, projet, annonce à venir, il y a beaucoup d'actions à Maisons-Mères. Tout un défi de recrutement pour le Club Med. La table agrotouristique de Charlevoix se dote d'un plan d'action. Voyage aux confins du Big Bang en compagnie du Club d'astronomie. Et enfin, des sentiers de vélo de montagne au domaine des cimes. Hébergement des travailleurs, chauffage à la biomasse, jardin des franciscaines, espace bleu, il se passe vraiment beaucoup de choses à Maisons-Mères et Elisabeth Pailleur fait le point. Plusieurs dossiers qui touchent Maisons-Mères actuellement. Et pour en parler, j'ai avec moi Julien Dufour, qui est président du CA à Maisons-Mères, ainsi que Gabrielle Leblanc, qui est directrice générale. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, concernant les dossiers qui touchent Maisons-Mères, j'aimerais commencer par à ce qu'on parle de l'espace bleu. On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours et ces dernières semaines surtout. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un accord de principe là, qui a été signé entre Maisons-Mères et le ministère de la Culture? La réponse est non. Effectivement, ce que je peux vous dire à ce moment-ci, c'est que les pourparlers avancent très, très bien. Naturellement, on souhaiterait bien sûr que ça progresse encore plus rapidement, mais vous comprendrez, vu l'importance du dossier, il faut faire les choses correctement. C'est un dossier qui va impacter de façon extrêmement positive Maisons-Mères, Baie-Saint-Paul et tout Charlevoix pour de nombreuses années. Alors, ceci étant dit, encore une fois, il faut bien faire les choses. Et pour un petit peu, pour la suite des choses, bien, naturellement, le conseil d'administration, une fois cette fameuse entente de principe-là qu'elle aura été réglée, bien, le conseil d'administration Maisons-Mères aura à faire une recommandation favorable au conseil de ville qui, eux, en leur qualité de propriétaires des lieux, bien sûr, pourront par la suite apposer leur autorisation pour la ratification de l'entente finale. Et à partir de ce moment-là, il y aura des communications par les différents partis là, qui seront réalisées au grand bonheur de toute la communauté. Donc, c'est vraiment un projet qui est en attente, mais on devrait avoir des confirmations là, dans les prochaines semaines, si je comprends bien. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, parlons de l'infirmerie, l'établissement qui est adjacent à Maisons-Mères. Madame Leblanc, qu'est-ce qui va advenir de cet édifice-là? Sur la question du pavillon ouest, là, ou l'ancienne infirmerie, comme vous venez de le nommer, nous, en fait, on est gestionnaire de la propriété qui appartient à la ville. Puis dans le cadre de gestion, il y a le pavillon ouest. Nous, ce qu'on a présenté à la ville l'automne dernier, c'est une demande que nous puissions exploiter le pavillon ouest pour être capable d'héberger les gens durant toute la séquence des travaux là, rattachés à la requalification de nos hébergements de travailleurs dans le bâtiment principal. Alors, à moyen terme, c'est comme ça que nous, on a prévu utiliser le pavillon ouest. Maintenant, au niveau des intentions et de la vision de la ville, on travaille en collaboration là, pour être aidant là-dedans. Ça fait partie de notre cadre de gestion, mais ça relèvera en fait de la vision que la ville a à long terme pour ce bâtiment-là. Le chantier des travailleurs qui va s'en venir là, bientôt, est-ce que c'est commencé? Est-ce qu'on a une date un peu? Là, à quoi ça ressemble là, à l'heure actuelle? Oui, effectivement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est finalisé les choses avec nos architectes et on s'attend à pouvoir débuter les travaux quelque part cet été, peut-être quelques semaines un peu plus tard de ce qui avait été prévu originalement. Sur un autre sujet, au niveau à l'extérieur, là, donc l'été arrive, on sait qu'il y aura le Jardin des Petites Franciscaines. Madame Leblanc, qu'est-ce que ça signifie, ce projet-là, pour Maisons-Mères? Bien, ça signifie quelque chose de très enthousiasmant parce que le Living Lab des PFM est un projet porté par l'Université Laval. Et puis, c'est en fait un projet de recherche active. Donc, un Living Lab, c'est un laboratoire vivant. Donc, c'est un projet, finalement, concrètement, là, c'est que l'Université Laval va aménager sur à peu près 1 hectare de terrain là, qui est situé tout l'espace gazonné là, dans la cour arrière de Maisons-Mères puis qui longe le chemin des Sœurs. C'est à peu près 1 hectare. Donc, cette superficie-là va être aménagée par l'Université Laval
en jardin potager qui a une mission éducative puis une vocation collective. Donc, il va y avoir une pergola avec un toit pour se protéger du soleil et de la pluie. Il va y avoir une petite zone de repos avec table à pique-nique pour faire des activités pédagogiques puis accueillir des personnes à mobilité réduite. Il va y avoir aussi des bacs des bacs de potager, là, mais en hauteur pour permettre à des personnes à mobilité réduite aussi de se mettre les mains dans la terre puis de faire des activités de jardinage au grand air. Et il va y avoir aussi un jardin avec des silos là, plus traditionnels. Donc, c'est sûr que c'est plus grand que ce qu'on a comme jardin à la maison. Oui, c'est pas non plus une production de masse, une production agricole commerciale. Le but de ce projet-là est de faire une recherche sur la question de l'usage de l'agriculture comme outil d'insertion sociale. Puis ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on tente de récupérer puis de pérenniser le patrimoine social des communautés religieuses à Baie-Saint-Paul, mais de façon plus large au Québec et ailleurs dans le monde. Hein. C'est ça le but des recherches, là, c'est de voir comment est-ce qu'un phénomène qu'on étudie très localement a une résonance plus large. Là. Donc, le directeur de recherche, Étienne Berthold, qui est affilié à l'Université Laval, lui, c'est quelqu'un qui étudie depuis plusieurs années l'héritage immatériel des communautés religieuses au Québec et a été assez inspiré pour que son projet de recherche soit basé chez nous à Maisons-Mères. Puis on est super enthousiaste, non seulement parce que ça va donner une belle valeur au terrain, ils vont investir près de 100 000 là, pour ces aménagements-là, l'Université Laval, puis ça va être à l'usage de la collectivité. On est super contents de ça. Et puis, bien, ça cadre tout à fait avec la mission puis notre vision de développement qui est de laisser une place à l'enseignement, à la connaissance. Donc, vraiment, là, il y a un super beau maillage. Puis quel bonheur d'avoir comme partenaire l'Université Laval. On est très fiers de ça. Madame Leblanc, est-ce que Maisons-Mères va contribuer financièrement à ce projet? Non, on ne contribue pas financièrement dans le sens où nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille ce promoteur-là. Nous, notre mission, c'est de faire de rentabiliser le projet en disponibilisant des espaces locatifs. Dans ce cas-ci, c'est un espace locatif extérieur. Oui. Alors, nous, on investit notre enthousiasme, si je peux dire, mais c'est une activité locative comme tous nos autres locataires à Maisons-Mères. Les nombreux marcheurs qui profitent de nos les magnifiques allées des Sœurs pourront voir l'évolution des travaux et je pense qu'il va y avoir une autopromotion de ce beau projet-là. D'ailleurs, les travaux commencent vendredi, donc demain. Alors, si on voit des pelles, des pépines qui arrachent le gazon, c'est pas pour faire un stationnement souterrain, c'est pour faire un jardin potager à usage collectif et pédagogique. Ça va être très, très beau. Exactement. Ça va être à suivre vraiment tout l'été, tout l'automne. Peut-être en terminant, est-ce qu'on sait si Maisons-Mères sera chauffée finalement par la biomasse cet automne? Bien, on chauffe moins. Ah oui, à l'automne, oui, en effet. Parce que là, la chaufferie, tout va être finalisé, prêt à enclencher au mois de mai. C'est sûr que c'est pas là qu'on chauffe le plus, mais oui, à l'automne, ça va être prêt. On va quand même l'opérer un petit peu au mois de mai, pour être bien rodé, là, justement, quand on va être en mode chauffage par temps frais. Moi, j'avais un petit message intéressant peut-être là, à transmettre à vos auditeurs, c'est que ça fait longtemps que les administrateurs de Maisons-Mères souhaitent que l'Assemblée générale annuelle se tienne avec un plus grand nombre de personnes. Alors, ils ont pris la décision très récemment de faire l'Assemblée générale annuelle le 27 mai prochain. Ça va être sur Zoom. On n'a pas le choix, mais on va la faire. Et puis, on va faire une petite campagne de membership pour inviter les citoyens qui sont intéressés là, à participer au projet, à souscrire là, avec une adhésion de 15 $ par année. Et puis, ils pourront donc assister à cette Assemblée générale annuelle-là en ligne le 27 mai. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Leblanc. Merci, M. Dufour. Merci à vous. Merci de l'invitation. Trouver et embaucher 350 personnes qui travailleront à compter de décembre prochain au Club Med de Charlevoix pose tout un défi. Élisabeth Pailleur. Vous êtes à la recherche d'un emploi?
Avez-vous pensé au Club Med? Ça pourrait être une belle opportunité pour vous. J'ai rencontré Francis Goujon qui nous a parlé de ce sujet. Monsieur Goujon, peut-être me dire pourquoi travailler au Club Med de Charlevoix? Qu'est-ce qui fait que c'est un emploi là, où on veut travailler? Oui, bien sûr. Bien, d'abord, le Club Med, c'est un complexe hôtelier de renom. Alors, c'est une réputation déjà qui est très internationale. Et le Club Med développe déjà une promesse employeur au niveau mondial pour attirer, mais il y a différentes raisons. Déjà, la réponse courte serait l'ambiance. Pour rejoindre, les gens viennent travailler pour l'ambiance, l'atmosphère, l'interaction qu'il y a entre les clients et le personnel aussi. Le positionnement du Club Med, en fait, il est haut de gamme et convivial, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'atmosphère, d'ambiance. Aussi, il y a 3 raisons que le Club Med développe, qui sont les 3 points majeurs, parce qu'il y a une promesse que le Club Med fait aux futurs employés. OK. D'abord, développer les compétences. Alors, ça, c'est une des promesses. C'est sûr que les futurs employés vont développer de nouvelles compétences, des nouveaux standards de travail. Donc, c'est sûr que l'expertise va s'améliorer. Aussi, s'étonner, ça paraît drôle de dire comme ça, mais les gens qui y travaillent trouvent des nouvelles manières de performer, mais pas juste dans un métier. Et l'autre point, c'est tisser des liens. Alors, c'est sûr que Club Med, c'est les employés de partout à travers le monde. Donc, c'est des gens que tu vas travailler très près en équipe. Donc, ça fait des équipes qui sont tissées très serrées habituellement. C'est une autre promesse aussi qu'on fait. Puis, dites-moi, ici dans Charlevoix, est-ce que vous visez à avoir des employés du Québec, du Canada? À quoi ça ressemble un peu? Surtout. Alors ça, c'est sûr que c'est l'idée, c'est faire du recrutement local, des gens de Charlevoix, c'est sûr, mais aussi du Québec. Les gens qui vont venir ici en vacances, les clients, qu'on appelle les GM, veulent retrouver ça aussi. Alors, on est au Québec, on est dans Charlevoix, on veut cette saveur-là avec les gens d'ici. Alors, c'est sûr que ça va être très demandé, puis c'est ce qu'on va vouloir recruter, évidemment. Mais aussi, comme dans tous les autres Club Med, il y a une portion d'employés internationaux qui va venir d'un peu partout, c'est sûr, mais ça sera en plus petite proportion, notamment pour accommoder les clients. Dans la projection de clients qui s'en viennent au Club Med, donc nous avons Canadiens, c'est sûr, des Américains, mais aussi beaucoup de Brésiliens. Alors, des gens qui parlent portugais, d'autres langues, c'est sûr que ça va être très fortement considéré à l'embauche. Et concernant les postes donc, qui vont être offerts, pouvez-vous nous faire un peu un topo? Un topo des postes, mais, ouais. Bien sûr, mais il y en a plusieurs. On parle de 350 postes qui sont ouverts et ça va être des métiers assez classiques de l'hôtellerie. Donc, c'est tout ce qui est hôtellerie, donc à la réception, les agents au service d'accueil, bagagistes, valets. Aussi tout ce qui est restauration. Il y a 3 restaurants au Club Med aussi. Ouais. Alors, c'est tout ce qui est cuisinier, tout ce qui est bar, tout ce qui est serveur aussi, c'est sûr que c'est très demandé. Entretien, maintenance, entretien des chambres, préposé aux environnements publics qui vont faire le nettoyage. Encadrement des enfants. Alors, c'est sûr aussi que c'est très familial, le Club Med, donc ça prend une équipe qui va encadrer, qui va prendre soin des enfants aussi. Alors, c'est ce genre de métier-là qu'on va rechercher, plusieurs personnes dans ces corps de métiers-là. Et sur quoi vous visez pour attirer ces nouveaux employés? Oui. Bien, c'est sûr qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre aussi, donc on sait que ça ne sera pas facile. Club Med a la chance d'avoir une marque employeur assez reconnue, assez attractive. D'abord, et ensuite la région de Charlevoix, c'est sûr. Alors, c'est sûr, d'abord, on invite les gens de Charlevoix à postuler, tous les gens ici, mais sinon, on pense qu'on est assez attractif justement pour faire relocaliser des gens de partout au Québec, dans la région ici. Et on travaille fort aussi avec des écoles. Alors, des écoles de la région, mais des écoles de partout au Québec aussi pour attirer une future nouvelle, des nouvelles équipes, en fait, là, qui auront gradué à ce moment-là. Et au niveau de la rémunération, ça ressemble à quoi un peu? On peut comparer ça à quel autre domaine? Oui, bien ça va être sur le marché. Donc, les grilles salariales sont en développement. Il y a des études qui sont faites, mais ça va représenter le marché ici, dans Charlevoix, à ce moment-là. Donc, ça va être les conditions pas mal. Ce qu'on va retrouver ici dans la région, ça va être des conditions similaires. Au niveau des logements, pour accueillir ces nouveaux employés, est-ce que vous êtes en discussion avec Petite-Rivière-Saint-François ou les environs? À quoi ça ressemble?
Oui, c'est un défi. Ça va être un défi. On parle de relocalisation, donc c'est sûr que ça va être un défi. Ouais. Oui, il y a des discussions avec la région, parce que c'est pour ça que le recrutement commence aussi tôt quand même, là, parce que c'est pour une ouverture en décembre, pour laisser aux gens, d'ailleurs, qui ont envie de se relocaliser, de se trouver un hébergement, un logement, une chambre, une maison. Donc, il y a des discussions, oui, avec Baie-Saint-Paul, avec Petite-Rivière-Saint-François, mais pour l'instant, là, il n'y a rien d'officiel. Puis, est-ce que vous sentez que le Club Med est bien reçu dans la municipalité, du moins ici, là, à Petite-Rivière-Saint-François? Oui, bien, je pense que oui. Moi, de mon niveau, au niveau du recrutement, j'ai pas entendu parler de ce sujet-là ou quoi que ce soit. Il faudrait voir peut-être les équipes, les autres équipes. Mais en termes de recrutement, c'est bien reçu. En tout cas, les gens les candidats ont déjà commencé à postuler en ligne. Fait qu'on le voit déjà. Fait qu'on sent un certain engouement déjà ici. Pour terminer, qu'est-ce que vous dites aux gens s'ils veulent postuler? Oui, bien, c'est d'aller en ligne, c'est le meilleur moyen. Donc, clubmedjobs.com. Tous les postes sont affichés. Puis les sessions de recrutement vont commencer assez rapidement, là, donc dans les prochaines semaines, c'est-à-dire au mois de mai. Les premiers entretiens vont avoir lieu. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui nous appellent depuis 2019, 2020, de l'année passée aussi, pour dire « je veux appliquer, je veux être sûr d'avoir ma chance d'avoir l'entrevue ». Donc, pour nous, c'était le bon moment d'ouvrir les postes. Donc, les entrevues vont commencer au mois de mai. Donc, c'est le bon moment maintenant. Puis ça va se poursuivre pendant tout l'été aussi, alors jusqu'au mois d'octobre. Pour une ouverture? Pour l'ouverture, le 3 décembre. Ça va arriver vite. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. On apprenait cette semaine que la table agro-touristique de Charlevoix allait se doter d'un nouveau plan d'action. Et pour en parler, j'accueille Jean-Thomas Fortin dans nos studios. Jean-Thomas, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. On parle d'un plan d'action pour la table agro. Oui. Quel genre d'action? Là, bien, c'est justement ce que le plan d'action va nous aider. C'est une étude qu'on fait auprès des membres, auprès de tous les membres et même non-membres. On a fait appel justement là, pendant la période tranquille, on peut dire, de la pandémie, pour en profiter, pour faire une réflexion, puis se dire, penser à peut-être un réalignement ou la mission, et qu'est-ce qu'on, dans les prochaines 5 années, où que la table agro pourrait se positionner pour vraiment mieux servir ses membres. Et quand on parle de ces membres, on parle de qui, là, précisément? Okay. Les membres de la table agro-touristique, c'est réuni, c'est toute la région de Charlevoix. Oui. On parle de producteurs agricoles, on parle de restaurateurs, on parle d'aubergistes, puis de toutes les personnes là, qui ont un lien un peu avec l'agro-tourisme. Ça peut être même... on parle d'un exemple, mettons, on va avoir n'importe quel restaurant qui voudrait décider de s'inscrire à la table agro-touristique avec les producteurs, ce qui fait que ça nous fait comme une association qu'on est ensemble pour essayer de collaborer. Comme, mettons, un producteur va avoir plus tendance à travailler qu'un restaurateur qui est membre de la table agro-touristique, et même avec des auberges ou des hôtelleries. Ça fait comme une association dans l'agro-tourisme qui se développe. Ça existe depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples, par exemple, des choses que vous avez réalisées par le passé déjà? Bien, une des choses, une des grandes réalisations de table agro-touristique, c'est tout le concept de la route des saveurs. OK, oui, bien sûr. Qui est un parcours agro-touriste, où on peut découvrir soit aller chez les producteurs, faire des visites, des choses comme ça. Sinon, on peut aller chez les restaurateurs, goûter les produits de la région, le terroir. Et après ça, aller demeurer chez un aubergiste ou faire justement, c'est un parcours agro-touriste. Oui, le parcours agro-touristique. Dans les premiers développés quasi au Québec même. Oui. C'était vraiment des Ça, c'était une initiative de la table. Oui. Oui, la route des saveurs fait partie de la table agro-touristique. OK. Fait que c'est vraiment, c'est connexe, on peut dire. Puis les choses qu'on fait, c'est qu'on essaie beaucoup avec... On a une revue à chaque année qui sort, qui est un dépliant qui est à travers la province, avec une page qui explique tous les membres, avec toutes les visites, puis qui indique les heures d'ouverture. C'est un peu... C'est ce qui fait notre bac de commerce à travers, le reste du Québec, là, pour les gens qui descendent ici dans Charlevoix et qui peuvent aller visiter chacun des membres de la table agro-touristique. Maintenant, on a vu en cette année très spéciale de la COVID, là, il y a des nouvelles initiatives là, qui ont vu le jour. Et puis on dirait qu'on fait les choses autrement un peu. Est-ce que ça va paraître, ça, dans le prochain plan d'action, qu'on veut faire les choses autrement? Qu'on doit maintenant faire les choses autrement? Oui, ça va faire partie exactement de ce que le plan d'action va aller chercher, justement, de demander aux membres qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment on peut se réaligner. On sait que la prochaine année, là, ça fait déjà une année qu'on n'a pas la débâcle, qu'on faisait notre grand souper comme au début de la fin du printemps, pour réunir tous les producteurs puis faire une fête. Là, on ne peut plus le faire cette année. Fait que le prochain ça s'appelle la débâcle. La débâcle. Oui. Fait que là, ce que ça va faire, ça va être avec en association avec les paniers fermiers. On va faire des boîtes, la débâcle à la maison. La débâcle en boîte. Oui, c'est ça, la débâcle en boîte. Fait que là, on va essayer que les personnes, ça va être les chefs cuisiniers encore de tous les restaurants membres, avec tous les producteurs associés, qui vont vous préparer une boîte repas, là, que vous allez pouvoir commander. On devrait faire l'annonce dans les prochaines semaines.
Vous allez pouvoir commander, puis on va même se déplacer. T'sais, ils vont avoir 2 points de chute, ça va être à la Malbaie et à Baie-Saint-Paul. Puis les personnes vont venir nous la chercher, puis il va y avoir des membres de la table agro qui vont être là pour la distribuer, puis les donner, puis il va y avoir des arrangements, parce que dans la table agro, on a aussi des producteurs de vin, de spiritueux. Fait que ça va être intégré aussi. Et de bière également, fait que ça va être intégré aussi dans la boîte repas. Les gens vont pouvoir associer ça avec ça. Fait que prochainement, ça va être ça. Puis on regarde pour l'automne. Avec un nouveau plan d'action. Oui. Ben, on va espérer. Là. Le but, c'est de l'étude, ça sert à ça. Là. Fait que... OK. La suite de ça sera quoi? On va arriver avec le plan d'action, puis les gens vont se réunir autour de ça, puis là, on va décider, OK, on y va pour 1, 2, 3 parmi les orientations qui nous seront déposées. Ouais. C'est à peu près ça qu'on voit pour quand? Pour le mois de septembre, la fin de l'étude? L'étude va arriver plus vite que ça. On s'espère pour, mettons, fin juin, là, début juillet. Là, c'est une firme qui va s'occuper de tout ça. Oui. Par la suite, on planche sur un plan d'action qui va être fait avec la firme également. On le présente à nos membres. Là. On essaie au début de l'été pour arriver avec les acceptations puis le plan d'action finalisé puis les actions mises en place pour l'année prochaine. Fait que septembre, c'est sûr que le plan d'action va être finalisé, accepté et mis en branle déjà. Là. Bien, Jean-Thomas Fortin, je vous souhaite la meilleure des chances, puis je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Le Club d'astronomie de Charlevoix vous propose un voyage aux confins de l'univers et Hugues Lacombe nous présente comment se déroulera ce voyage virtuel. L'univers. Un espace infiniment grand qui a pris naissance il y a plus de 13 milliards d'années. En continuelle expansion, la théorie du Big Bang expliquerait en partie ce phénomène. Ce qui est plus mystérieux de nos jours, c'est l'origine de l'univers. Alors là, on parle de communément ce qu'on appelle le Big Bang, qui est survenu il y a presque 14 milliards d'années, donc c'est très très loin. Et on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et donc, il y a une histoire à raconter de ce côté-là. Et on peut aussi se poser la question, bien, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui s'est passé il y a si longtemps? Alors, il y a une autre histoire à raconter à ce niveau-là. Le 5 mai prochain, les curieux pourront poser leurs questions virtuellement à Hugues Lacombe, président du Club d'astronomie, afin de mieux comprendre l'origine de l'univers. Qu'est-ce qui s'est passé au Big Bang? Comment est-ce que l'univers dans lequel on vit est né et a grandi? Et d'autre part, comment se fait-il qu'on sait ce qui s'est passé il y a si longtemps? Alors, il y a toute une histoire de la pensée humaine, surtout au cours des 5000 dernières années, si on veut, où tranquillement l'être humain a approfondi sa compréhension de l'univers dans lequel il vit. Le club, chaque année, offre 3 conférences publiques et on a annulé la première en mars, je pense. Et là, j'ai suggéré à Mme Dubois, à la Ville, de faire la prochaine conférence en virtuel. Et pour répondre à votre question, on invite tout le monde à venir parce que toutes les conférences qu'on donne au club, on est là pour apprendre et s'amuser. Et donc, pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut avoir 7 ans, on peut en avoir 77. On est toujours en mode de découverte par rapport à l'univers. Le facteur technologique a permis aux scientifiques de faire des découvertes et d'émettre des hypothèses pour expliquer le Big Bang. Et Hugues Lacombe croit également que c'est grâce à la transmission des connaissances. L'autre facteur, par contre, qui est aussi important, c'est que d'une génération à l'autre, on apprend sur ce que les anciens nous ont découvert. Alors, ces 2 facteurs-là ont fait qu'on se retrouve au milieu du 20e siècle avec à la fois des connaissances et des hypothèses assez solides sur le plan de l'astrophysique et des instruments et une technologie qui nous permettent d'aller encore plus loin. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec des questions, l'énergie noire, c'est quoi? La matière sombre, c'est quoi? Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Et là, on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui. Ça demeure mystérieux, mais ça nous amène à nous poser des questions sur l'avenir de l'univers. Pour explorer le ciel et au-delà, il faut de bons instruments. Le Club d'astronomie pourra poursuivre sa mission grâce à l'achat d'un nouveau télescope d'une valeur de 27 000 $.
Alors, le club a fait une campagne de financement qui n'est pas terminée. On demande encore, on accepte encore les dons, mais on a maintenant une somme assez substantielle d'argent pour le télescope. Et récemment, la MRC de Charlevoix nous a octroyé une subvention conditionnelle de 5 000 $ pour l'achat du télescope. Mais elle est conditionnelle à la construction ou à l'engagement par la Ville dans la construction d'un observatoire. Okay. C'est le deuxième volet et à ce niveau, je dois dire qu'on a de discussions très fructueuses avec la Ville qui est très ouverte pour appuyer le projet du club et qui aimerait avoir un observatoire municipal. Si tout va bien, le club aura à ce moment-là, déjà cette année, bientôt, on va commander le télescope. Et avec un peu de chance, on aura un observatoire en 2022 dans lequel déposer le télescope. Pour participer à la conférence d'astronomie présentée en mode virtuel, inscrivez-vous en ligne ou encore par téléphone. C'est maintenant le moment de parler de sport local, mais également du sport des Grandes Ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, d'abord, on apprend qu'il y aura encore plus de sentiers de vélo de montagne dans Charlevoix. Absolument. Alors, deux beaux projets qu'on va parler. Donc, il faut savoir que tout d'abord, c'est une enveloppe totale de 20 000, mais deux projets qui vont se partager 10 000 chaque pour faire 20 000 OK. Donc, pour commencer, alors on parle d'une contribution de 10 000 de la MRC qui est remis à Vélo Charlevoix pour le projet Domaine des Cimes, propriété de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. OK. Donc, un beau projet. Alors, on a rencontré Pierre Bouchard à ce sujet-là et il nous l'explique un peu en détail en quoi ça consiste. C'est une nouvelle vocation pour le domaine des cimes, qui est la propriété de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, notre partenaire. On cherchait un projet pour revitaliser le site qui n'a pas eu l'activité justement depuis 2006. Et on a eu l'idée de leur présenter un projet de centre de sentiers pour la pratique du vélo de montagne et de la randonnée pédestre l'été, certains sentiers dédiés, d'autres partagés. La première phase va permettre, premièrement, d'évaluer l'état des bâtiments, puis voir ce qu'on peut récupérer, puis aussi de planifier le déploiement des phases 2 et 3 avec, bien sûr, là, il y a des possibilités d'élargissement du terrain roulable avec des droits de passage chez des propriétaires avoisinants qui voient ça d'un bon oeil. Et ça démontre bien là, la volonté politique de faire du développement de la pratique du cyclisme puis de l'accès à cette pratique-là sur le territoire de la MRC par nos élus avec l'octroi de 10 000 puis il y avoir d'autres nouvelles qui vont s'en venir bientôt puisqu'on a fait des demandes un peu partout pour la phase 1. On serait très contents, puis je pense qu'on va y arriver, d'offrir des premiers sentiers à partir du mois d'août, fin du mois d'août de cet été ou septembre en tout cas. On vise ça. Maxime, il y a également un autre projet qui va bénéficier du soutien de la MRC. Absolument. Alors, l'autre projet, on parle de la phase 2 de développement du sentier des mines à Saint-Urbain également, qui va recevoir l'autre portion du budget, donc de 10 000 $. Oui, OK. Et ça, on parle de relier les sentiers sportifs aux noyaux villageois et également développer davantage de sentiers diversifiés. Donc, là-dedans, on a 5 km de sentiers de vélo de montagne qui vont être aménagés. Et là, on a comme différentes formes un peu de sentiers. Là. Il y a le single track. Ça, c'est une petite piste très restreinte. Là. Moi, ce que j'appelle un peu une très piste... étroite, oui. J'appelle un peu la piste de raton laveur parce que vraiment, le sentier, là, il est très restreint pour les... Si tu débarques, bien, tu débarques comme il faut. Et il y a aussi ce qu'on appelle un enduro, donc des pistes à obstacles. Et encore là, Pierre Bouchard, lui, explique un peu l'enduro, en quoi ça consiste. On l'écoute à l'instant. Bien, on peut séparer le vélo de montagne en 3 grandes familles. Le plus extrême, on va dire, le vélo de descente, le DH, le vélo enduro et le vélo cross-country. Alors, le vélo enduro, c'est un peu à mi-chemin, si on veut, entre le cross-country et le vélo de descente, c'est-à-dire que les vélos permettent de monter, justement, faire les ascensions jusqu'aux endroits où on va pouvoir se laisser descendre avec des parcours qui sont vraiment accidentés, avec des bons sauts. Alors, là, c'est des vélos à double suspension avec beaucoup de débattements pour être capable d'absorber, justement, ces obstacles-là. Maintenant, Maxime, le golf, le tennis, c'est également très populaire là, dans notre région. Absolument. Donc, sachez que les terrains de tennis à Baie-Saint-Paul, eux, sont ouverts depuis le 24 avril dernier. Ça va se faire jusqu'au 6 juin.
présentement, le terrain est ouvert à tout le monde, mais à partir du 7 juin, on va commencer à avoir un horaire parce que là, ça va être un peu les membres là, qui vont commencer à embarquer en ligne de compte. Donc ça, il faut surveiller ça de près. Et après le golf Le Loup la semaine dernière, Oui. c'est maintenant au club de golf Murray Bay d'ouvrir cette semaine. C'est à son Exact. tour. Oui, donc le Murray Bay lance aujourd'hui même, donc vendredi 30 avril, l'année 2021. Évidemment, là, il va y avoir beaucoup de golfeurs. Et là-dessus, ben, on parle, premièrement, il y a un terrain de pratique qui a été amélioré. On a également amélioré le parcours en général et, bonne nouvelle, les trappes de sable ont été rechargées. J'ai beaucoup aimé le thème rechargé, en fait, ont été remplis. Donc, vraiment, OK. donc on parle de 3 améliorations qui ont été faites en vue de l'ouverture là, aujourd'hui même, 2021, c'est parti. Excusez-moi, vous êtes golfeur, Maxime Jodoin. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, remplir une trappe de sable? Oui, bien en fait, vous savez que les trappes, parce qu'à force de jouer, le sable diminue. Et ce qui fait que dans une trappe de sable, quand tu as moins de sable, bien, c'est parce que c'est plus dur à frapper parce que ça prend un minimum de sable pour réussir à la sortir. Donc, quand on recharge la trappe, c'est pas compliqué, on remet davantage de sable pour faciliter la tâche au golfeur quand on se met dans le trouble de pouvoir la sortir là, plus fluidement. Bien, j'espère que ça vous servira pas trop souvent cette année. Je l'espère bien. Je l'espère bien. On n'a pas encore fait. Parlons un peu de la F1. Oui. Deuxième année, Oui. deuxième année consécutive où il n'y aura pas de course à Montréal. Oui, ça a été. Là, je pense qu'on a tout tenté pour la santé publique de ramener la course, mais là, avec les mesures sanitaires, avec les quarantaines des coureurs qui s'en venaient, là même, la F1 demandait au gouvernement 6 millions de dollars pour dédommager en plus les redevances qu'on n'avait pas. Donc, tout ça fait en sorte que malheureusement, on a dit on annule pour cette année. Et là, par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui pensent qu'à cause de cette annulation-là, qui pensent que la F1 à Montréal, là, c'est terminé. Je vous rassure, c'est pas terminé parce qu'on a fait en sorte que la F1 soit en sécurité malgré la cancellation de cette année. Donc là, pour 2 ans, là, on est assuré d'avoir une F1, on a un contrat en poche. La seule différence que ça va apporter, c'est que là, c'est la Floride qui va en bénéficier pour 10 ans d'avantage de la F1. On va probablement se partager les étapes, là, Floride-Montréal, là-dessus. Mais là, je vous le dis, là, c'est pas annulé à Montréal, ça va revenir pour 2 ans, peut-être même plus. Donc au moins, on a une assurance là-dessus à court terme de garder ça. Parlons maintenant du Canadien de Montréal. Oui. Prendre des nouvelles du Canadien, est-ce que c'est pas prendre des nouvelles de l'infirmerie un peu? Oui, bien là, il y a beaucoup de blessés présentement. Le Tatar, Byron, le même Drouin là, qui s'est retiré pratiquement pour la fin de la saison. Lui, je pense que c'est beaucoup plus côté personnel que ça se passe de son cas. Oui. Là, séquence houleuse parce que vous le savez, on avait 3 matchs dernièrement contre les Flames qui, selon moi, étaient les rencontres qui étaient les plus importantes en vue des séries. On en a remporté 1 sur 3. On est venu à bout de se sortir un peu de l'impasse. Là, présentement, ce qui nous aide, par contre, c'est que Vancouver, qui avait beaucoup de rencontres à reprendre dû à la COVID, eux, leur match en main, ils les perdent. Donc là, c'est ça un peu qui nous aide, là. C'est ça qui nous tient en vie. Donc, on va faire les séries malgré nos performances. Bien, présentement, ça regarde pour ça. Là, par contre, il faut ne pas trop en perdre parce que ça commence à être très, très ardu. Mais c'est sûr, regardez le classement dans la division Nord, là. Le dernier rang au classement va se jouer entre le Canadien et les Flames. Ça va être ça. Et ça va se jouer dans le courant des prochaines semaines. Oui, donc écoutez, dans le courant, là, je vous dirais d'ici, je pense que ça va jouer peut-être à la dernière minute, là, encore une fois cette année. Là, mais je suis convaincu que d'ici les peut-être 4-5 prochains matchs, là, on va avoir un meilleur aperçu pour l'essayage. Il reste quoi en terminant à la saison? Une dizaine de matchs? Là? Il reste combien de matchs à peu près? Oui, il reste 2 semaines, donc peut-être minimum 10-11 matchs. Là, mais là, il y a déjà des clubs de confirmés qui sont qualifiés dans les différentes sections. Là, Toronto, Washington, Pittsburgh, la Caroline, les Panthers là, au niveau du classement. Dans chaque catégorie, là, on a au moins 1 à 3 équipes déjà de qualifiées. Là, c'est le fond un peu du peloton là, qui reste à voir. Qu'est-ce qui va rentrer? Donc, ça commence à sentir les séries, mais pour nous, c'est pas sûr que ça va sentir la coupe. Non, c'est pas sûr. Tout va jouer. Puis même, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que les séries risquent de commencer avant que certaines équipes aient fini leur calendrier là, en vue de la COVID. Fait que ça, c'est hors de l'ordinaire. Mais de toute façon, toute l'année a été hors de l'ordinaire. Fait que, tant que ça, plus ou moins, ça ne fait pas grande différence. Et on continuera à suivre cette année extraordinaire en votre compagnie. Merci, Maxime Jodoin. Merci, Martin. Alors, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous dis à la prochaine.